Bonjour et bienvenue dans Rencontre, cette émission qui vous permet d'avoir la banane, d'avoir des solutions à vos problèmes, de voir un petit peu la lumière au bout du tunnel de temps en temps. Ça fait du bien d'avoir des clés comme ça pour ramener de la joie dans nos cœurs, hein. Et mon invité aujourd'hui s'appelle Laurent Boyer. Il est président de l'association Les Papillons. On va voir ensemble qu'est-ce que cette association? Alors, il n'est pas en Bretagne, mais il va nous dire où il est. Laurent, bonjour. Bonjour Naïk, bonjour à toutes et à tous. Je suis bien dans le sud, du côté de Perpignan. Et aujourd'hui d'ailleurs, il fait pas beau à Perpignan, hein, donc Et nous, ne il venez fait pas pour beau. l'instant. Il faut Eh oui, venir en je sais. Bretagne. C'est bien pour ça que je dis ça. Aujourd'hui, c'est inverse. Voilà, et ça fait du bien. C'est vrai que j'étais dans le jardin il n'y a même pas 5 minutes. Alors, Laurent, toi, ton métier, c'est policier. Oui, je suis capitaine de police, tout à fait. Et un jour, Je suis. tu te viens l'idée de créer cette association. Comment c'est arrivé? L'idée, elle a mûri, je dirais, depuis mon enfance, malheureusement, puisque cette idée, elle m'est venue de ma propre histoire, puisque moi-même, j'ai été victime de viol entre l'âge de 6 ans et l'âge de 9 ans par mon frère. Et il m'a fallu plus de 30 ans pour trouver la force de libérer ma parole. Et je connais du fait le prix, le poids du silence. C'est la honte, c'est la Hmm. culpabilité et c'est généralement aussi d'aller dans des situations, des attitudes d'addiction, de perdition. Donc, la création d'associations, en fait, c'est le fruit de toutes ces réflexions, c'est le fruit de la publication de mon livre témoignage. Tous les frères font comme ça. Et puis, c'est le fruit de mes rencontres, à la fois les rencontres que j'ai pu faire auprès des politiques, les rencontres médiatiques, et Hmm. surtout les rencontres que j'ai pu faire avec les victimes. Et du fait, l'association Les Papillons, elle est née de cette agrémentation de toutes ces rencontres. Et pourquoi les papillons? Ah, les papillons, parce que je suis intervenu après une émission de télévision sur France 5 qui s'appelle Le Monde en face. J'intervenais après un documentaire et dans ce documentaire, il y avait une petite fille qui s'appelle Lily. Et c'est très rare que les enfants de 8-9 ans comme ça parlent à la télé. Et c'est aussi encore plus rare que les enfants de 8-9 ans déposent plainte. Et cette petite Lily, elle déposait plainte contre quelqu'un de sa famille pour les agressions sexuelles dont elle avait été victime. Et cette petite Lily, elle disait à quel point elle aimait les papillons, elle aimait leur couleur, elle aimait leur humeur. Et je me suis Hmm. dit que les papillons, ça a fait immédiatement, ça a fait écho en moi. Je me suis dit que oui, en fait, quand on est une victime, on a tous et toutes l'envie de devenir un jour des papillons, de sortir de notre chrysalide du silence Hmm. pour prendre notre envol et devenir un papillon. Et je trouvais que c'était à la fois rendre hommage à cette petite Lily et à la fois rendre hommage aux victimes et à ce Oui, qu'on veut c'était faire. Donc, je trouvais une que belle l'insecte était métaphore. bien choisi. Oui. Ouais, tout à fait. Et alors, cette association, le but de cette association, c'est quoi? Ah, le but de l'association, c'est justement d'aider les enfants à libérer leur parole le plus vite possible. Donc, notre volonté, c'est d'installer des boîtes aux lettres papillons dans les écoles, dans les clubs de sport, pour permettre aux enfants de libérer leur parole des violences dont ils sont victimes. Alors, Hmm. c'est toutes les violences, hein. À partir du moment où les enfants vivent une situation qui leur provoque de la peur, qui leur provoque du mal-être, etc., ils peuvent nous écrire dans la boîte aux lettres papillons. Le but, Hmm. vraiment, c'est de faire en sorte que les enfants puissent parler le plus vite possible pour qu'ils puissent se reconstruire le mieux possible. Et oui, pour ne pas laisser s'installer une situation dont on ne saurait plus après comment faire pour sortir, quoi. Oui, c'est d'essayer d'éviter que les enfants puissent mettre le doigt dans l'engrenage du silence, Hmm. parce que c'est vraiment un engrenage. Le silence, voilà, c'est un engrenage. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, cet enchaînement qui conduit Hmm. dans le sentiment de honte, dans le sentiment de culpabilité, de repli sur soi. Et malheureusement, ça conduit régulièrement à la mort Hmm. parce que les personnes vivent des situations qui sont pour elles trop difficiles à Oui, supporter. on peut en Donc, c'est faire vraiment briser tout ça. une dépression, ça peut mener au Tout suicide, à hein. fait. Hmm. Oui, absolument. Donc, c'est vraiment essayer de briser cette chaîne et cet engrenage avant qu'il ne commence à se mettre en action. Donc, on invite les enfants à écrire, à dessiner, à juste mettre un nom, une adresse. Qu'est-ce qu'on leur demande de faire en fait? Alors, on les invite à nous écrire un mot et parfois, ils nous font des dessins en accompagnement de certains mots. En fait, on les invite à nous écrire, à nous donner un
un élément quand même d'identification, puisque ce qu'on leur dit lorsqu'on déploie nos boîtes aux lettres, c'est que s'ils nous écrivent, c'est qu'ils ont besoin d'aide et que pour être aidés, on a besoin de savoir qui ils sont. Donc voilà, on demande aux enfants de nous écrire et ensuite nos bénévoles, qui sont vraiment très nombreux actuellement, nos bénévoles récupèrent les courriers et les envoient au bureau de l'association par mail pour qu'on puisse décider de la suite qu'on va donner au courrier qui nous a été adressé par l'enfant. Et si jamais je suis une petite fille ou un petit garçon qui ne sait pas comment exprimer les choses avec des mots, est-ce que je peux juste mettre mon nom et cela suffirait à, j'aurais envie de dire, déclencher quelque chose, quelqu'un pourrait s'intéresser à mon cas de plus près, mais de façon discrète? Oui, à partir du moment où un enfant nous écrit, c'est forcément qu'il y a une problématique qu'il rencontre. Donc, si jamais un enfant nous mettait juste que son nom, son prénom, eh bien, nous, on se tournerait à ce moment-là vers le responsable de la structure, le chef de l'établissement scolaire ou le président du club de sport, pour qu'il puisse essayer de s'entretenir avec l'enfant pour savoir pourquoi il a simplement mis son nom dans le courrier et essayer de répondre à cette bouée qui nous aurait jeté. D'accord. Et où sont placées en réalité ces boîtes aux lettres parce que j'imagine que déjà juste l'action de mettre quelque chose dans la boîte, il faut rester discret, il ne faut pas être vu. Donc, est-ce qu'elles sont placées dans des endroits où je peux discrètement mettre mon enveloppe? Oui, on essaye toujours de faire en sorte et on fait en sorte que les boîtes aux lettres ne soient jamais dans les cours d'école, jamais dans l'espace public. Elles sont toujours dans un endroit qui est connu des enfants, mais qui n'est pas forcément non plus un lieu de passage fréquent. Donc, ça peut être à côté du bureau de la directrice, ça peut être dans un petit renfoncement au niveau des escaliers, ça peut être vers l'infirmerie. En fait, voilà, tous ces endroits connus des enfants, mais qui ne sont pas des lieux de passage, des lieux de vie où tout le monde pourrait voir si un enfant met un courrier. C'est vraiment le but, c'est de sécuriser l'enfant quand il met son courrier dans la boîte aux lettres. Ouais. Et quand tu as pris contact avec les écoles, quelles qu'elles soient, quelles ont été les réactions des directeurs, des directrices d'école? Les réactions des directeurs, des directrices sont toujours des réactions très favorables à notre dispositif. C'est un petit peu le cran au-dessus qui nous pose des difficultés. Alors, pas dans toute la France, mais dans des académies, c'est vraiment le niveau inspection académique qui nous met des blocages dans certains départements. Et du style? En fait, il s'appuie sur le fait que l'association, contrairement à d'autres, n'a pas d'agrément du ministère de l'Éducation nationale. Mais en fait, pour la bonne et simple raison, c'est que pour ce que nous proposons, on ne propose pas un projet éducatif, on ne fait pas des interventions régulières dans les écoles. Donc, pour ce que nous proposons, nous n'avons pas besoin d'agrément. Et on a beaucoup de rectorats qui nous écrivent noir sur blanc que ce n'est pas la peine de demander un agrément puisqu'on n'en a pas besoin. Mais je dirais qu'en fait, beaucoup d'académies se retranchent derrière cette excuse de l'agrément pour ne pas avoir à mettre nos boîtes aux lettres. On fait vraiment face à beaucoup de frilosité et je pense que ça vient du fait que… De quoi ont-ils peur? Ils ont peur de ce qu'on est en train de découvrir dans les mots qui nous sont laissés dans les boîtes aux lettres, puisqu'on a quand même déjà une trentaine de boîtes aux lettres qui sont déployées dans les écoles. Et à ma grande surprise, l'immense majorité des mots qui nous sont déposés dans les boîtes aux lettres ont trait au harcèlement scolaire. C'est un immense phénomène auquel je ne m'attendais pas. Je ne m'attendais pas que 70 à 80% des mots qu'on aurait dans nos boîtes aux lettres seraient un rapport avec le harcèlement scolaire ou le cyberharcèlement. Donc, je pense que les inspections d'académie ont peur d'être stigmatisées, alors que pas du tout. Je pense que si les chefs d'établissement ne sont pas au courant de situations, n'ont pas fait de signalement sur des situations de harcèlement scolaire, c'est simplement parce que les agresseurs exercent leur emprise de façon suffisamment forte sur les victimes pour que les victimes aient peur de parler. Voilà, parce que nos agresseurs, quels qu'ils soient et quelles que soient les agressions qu'ils nous font, la plupart du temps, ils nous disent si tu parles, il va t'arriver ça. Donc la notion même de parler pour un enfant est rendue très compliquée. C'est pour ça qu'on essaye, nous, de se tourner vers l'écrit, parce que écrire, personne ne nous l'interdit. Alors, comme tu disais, vous n'avez pas de mission d'éducation, mais pour autant, comment expliquer à un enfant que l'adulte ou un autre enfant a dépassé une limite, que les limites souvent sont très,
ça dépend après de l'éducation de chacun, chacune, mais les limites vont être différentes en fonction des enfants et des choses que l'on va prendre pour quelque chose de banal au début peut se révéler un petit peu plus grave. Donc, comment est-ce qu'on peut aussi leur apprendre ça si dans le volet de ton association, il n'y a pas ce côté préventif, je dirais? Alors, en fait, lorsqu'on met une boîte aux lettres quelque part, on diffuse aux enfants un diaporama vidéo. Alors, on en a un pour les primaires et un pour les collèges. Et dans ce diaporama vidéo, on explique aux enfants, il dure 5-6 minutes, hein, c'est pour ne pas perdre leur attention, leur concentration. Mais dans ce diaporama vidéo, on leur explique qu'est-ce que c'est qu'une infraction, de quoi ils peuvent être victimes. Donc là, on leur parle avec des mots abordables pour eux selon leur âge. On leur parle de violence sexuelle, on leur parle de violence physique et de violence intrafamiliale, on leur parle de harcèlement scolaire et de cyberharcèlement. Et du fait, on leur explique dans cette vidéo à quoi va servir cette boîte aux lettres qu'on vient installer dans leur école. Et d'ailleurs, on est en train de refaire ce diaporama vidéo et ça sera une enfant qui va s'adresser aux enfants. On pense que ça aura beaucoup plus d'impact et de poids si c'est une enfant, qui plus est une enfant victime, qui viendra leur expliquer l'importance qu'aurait eu pour elle la boîte aux lettres si elle avait été dans son école. D'accord. Et alors, ce sont des enfants, ces boîtes aux lettres, elles sont destinées à des enfants de quel âge à quel âge? On commence à partir du primaire parce qu'on a la problématique de l'écrit. Donc, nos boîtes aux lettres, on commence à les installer dans les écoles primaires, les collèges. On en installe très peu dans les lycées parce que les enfants sont plus grands. Par contre, dans les lycées, on déploie nos affiches, les affiches de l'association, puisque dans nos affiches, on a le QR code. Et quand on scanne le QR code, ça permet aux enfants d'arriver directement sur la boîte aux lettres virtuelle du site Internet, où on a d'ailleurs sur ce biais-là, on a aussi des signalements, des mots qui nous sont faits par les enfants. Donc, une fois qu'une lettre est déposée dans cette boîte, elles sont relevées, on va dire, par qui, par combien de fois par jour, par semaine? Alors, quand quelqu'un adhère à l'association et exprime son souhait de rentrer dans le dispositif des boîtes aux lettres, on lui rappelle que l'obligation, je dirais, morale qu'on a envers l'enfant, c'est de s'assurer chaque jour de la présence de courrier ou pas dans la boîte aux lettres qui sera installée. C'est-à-dire que nos adhérents, quand ils nous disent que c'est OK pour poser une boîte aux lettres à tel ou tel endroit, ils savent qu'à partir du moment où la boîte aux lettres est installée, ils vont devoir s'assurer tous les jours de la présence de courrier ou pas. Et pour que le courrier soit récupéré, soit le jour même, soit juste le lendemain. Parce que c'est vraiment une obligation. Et ça, ce sont uniquement des bénévoles qui s'occupent de ça, hein. Ce n'est pas le personnel de l'école, c'est uniquement des bénévoles. Non, parce qu'on veut que les enfants aient la certitude que leur courrier sera traité et bien traité, quel que soit ce qu'ils vont écrire à l'intérieur, même si ça touche à leur école ou à un de leurs enseignants. Et c'est pour ça que c'est toujours un membre de l'association qui récupère les courriers. Il n'y a que l'association qui a les clés de la boîte aux lettres. Donc, elle récupère les courriers, ou le courrier, il peut y en avoir qu'un. On souhaite même qu'il n'y en ait pas du tout, mais quand il y en a un, ensuite, ça va où? Le courrier, le référent ou le bénévole nous le transmet par mail à l'association. Et derrière, parfois, il peut y avoir besoin de faire une levée de doute. On a nos psychologues, on a nos éducateurs spécialisés. Mais en revanche, ce qui est sûr, c'est que c'est moi qui… Alors, attends, on a perdu. En direction du département concerné, soit de renvoyer le courrier vers le référent parce que ça touche en interne la structure où est déployée la boîte aux lettres. Par exemple, ça peut être du harcèlement scolaire. Et donc, à ce moment-là, le référent va se retourner vers le chef d'établissement pour qu'il puisse être au courant de la situation et apporter une réponse. Mais quoi qu'il en soit, le chef d'établissement est toujours au courant des mots qui sont déposés dans la boîte aux lettres, soit parce qu'on a besoin de savoir si un signalement, une information préoccupante a déjà été faite pour cet enfant, sinon, qui nous donne les éléments qui nous permettent de faire l'information préoccupante, soit parce que ça se passe dans son établissement, ou alors qu'on a besoin des outils de l'éducation nationale, que sont les psychologues scolaires de circonscription, les assistantes sociales. Voilà, on essaye vraiment de remettre l'éducation nationale au cœur du système. Mais quoi qu'il en soit… C'est une synergie énorme qui se met en place. Oui, hein. oui, tout à fait. Et le but, c'est d'apporter une réponse toujours
à l'enfant, même quand l'enfant exprime quelque chose de pas très grave. Je me rappelle d'une petite qui avait exprimé quelque chose qui n'était pas très grave, mais qui, pour elle, était sérieux, puisque la directrice de l'école se rendait bien compte depuis quelques mois elle changeait d'attitude, qu'elle changeait de notes, qu'elle changeait de beaucoup de choses. Et elle a mis son courrier juste après qu'on ait mis une boîte aux lettres. On a pu l'aider grâce au chef d'établissement. Et bien, quelques jours après, cette petite, elle nous a réécrit un mot dans la boîte aux lettres pour remercier les papillons de lui avoir apporté cette Oh, aide. c'est Donc, merveilleux. voilà, parfois il y a des choses, parfois il y a des choses pas graves, parfois il y a des choses plus graves. Mais voilà, on essaye vraiment, comme tu l'as dit, de créer des synergies sur place. C'est important pour nous que les référents Oui, localement, regardent un petit qu'il y peu. ait des choses qui se passent localement, quoi. Voilà, ils regardent toujours quelles sont les associations locales qui pourraient accompagner l'enfant et ou ses parents dans telle ou telle situation. Et puis, ben, nous, quand la situation l'exige, on fait systématiquement une information préoccupante. Alors aujourd'hui, ces boîtes aux lettres existent dans le milieu scolaire. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'elles puissent se retrouver ailleurs? Alors, elles se retrouvent déjà ailleurs, hein, puisque, outre le milieu scolaire, on déploie aussi des boîtes aux lettres dans les clubs de sport et les infrastructures sportives des municipalités. On a déployé des boîtes aux lettres et on est en train de terminer le déploiement de nos boîtes aux lettres dans les infrastructures sportives de la ville de Quimper. On est en train de finaliser l'envoi de nos boîtes aux lettres pour faire la même chose dans la ville de Rouen. J'ai été contacté pas plus tard qu'hier par la ville de Bastia qui veut faire la même chose. Donc voilà, outre les écoles, on a aussi les clubs de sport et puis aussi, on est en train d'être contacté par les maisons éducatives à caractère social, Oui, ou les MEX, les maisons des jeunes, tout des à maisons fait, des qui sont associations des endroits. éventuellement. En fait, je dirais que partout où il y a des enfants et partout où nos bénévoles sont en capacité de pouvoir récupérer le courrier le jour où il est posté, partout on peut mettre des boîtes aux lettres. Donc ça, c'est vraiment chouette. Alors quand par exemple vous recevez, quand je dis vous, c'est le réseau, hein, parce que tu nous diras après où sont réparties ces boîtes aux lettres, mais quand on reçoit un courrier qui est justement très grave, alors quelle est la procédure et quels moyens vous avez de mettre en œuvre quelque chose de rapide et d'efficace? Bah, c'est simple, hein, c'est dans tous les départements, puisque ce sont les départements qui gèrent la protection de l'enfance. Dans tous les départements, il y a ce qu'on appelle une CRIP, qui est une cellule de recueil des informations préoccupantes, et c'est elle qui est destinatrice de toutes les informations préoccupantes qui touchent les enfants du département. C'est-à-dire que le 119, quand il reçoit un appel téléphonique d'une information préoccupante, lui aussi fait redescendre son information vers la CRIP. Eh bien, nous, on fait exactement la même chose, puisque cette CRIP, c'est une sorte de cellule de veille qui associe tous les acteurs de la protection de l'enfance. Ça va du parquet, ça va aussi de la police, la gendarmerie, les services sociaux. Et forcément, comme c'est une cellule de veille, dès qu'un mot arrive, il est traité et selon l'urgence, eh bien, il va y avoir une réponse qui va être adaptée à l'urgence de l'enfant. Mais voilà, ça, c'est dans tous les départements parce que ce sont les départements qui gèrent la protection de l'enfance. Donc, nous, c'est très simple. Une information préoccupante, dès qu'on reçoit un courrier, on le traite. Et quand on doit faire une information préoccupante, on l'envoie tout de suite à la CRIP du département. Et généralement, on a une réponse très rapide aussi de la CRIP qui nous informe qu'elle va faire une évaluation du courrier ou qu'elle transmet au procureur, etc. Alors aujourd'hui, il y a des boîtes aux lettres papillons à Quimper, il y en a dans ta région, il y en aura bientôt à Bastia, ou il y en a peut-être déjà, ils vont en rajouter. Où est-ce qu'on peut trouver encore ces boîtes aux lettres? Alors aujourd'hui, on trouve les boîtes aux lettres d'ores et déjà du côté du territoire du Belfort, du côté du 73, du côté du 38, du côté du 13, les Bouches-du-Rhône aussi, du côté du Var. On en trouve aussi du côté de la Charente. On en trouve du côté du 77. On en trouve du côté du 76. Alors, on va aussi en déployer comme on a signé une convention avec le ministère des Sports, on va aussi mettre des boîtes aux lettres dans tous les crêpes de France, les centres d'entraînement des futurs champions de demain, qui accueillent des enfants qui suivent des entraînements intensifs, mais qui suivent aussi des scolarités. On va en mettre une dans le crêpes de Font-Romeu, dans les Pyrénées-Orientales. On va en installer une la semaine prochaine dans le crêpes de la Petite Couronne, dans le 76. On va en faire une aussi dans le crêpes de Vatigny, dans le Nord. Et puis demain, eh ben, on va trouver des boîtes aux lettres dans encore d'autres départements. On va en trouver dans le Loiret. On va en trouver, notamment, on a un conseil municipal des enfants du côté d'Orléans qui a lui-même demandé à avoir des boîtes aux lettres dans ses écoles.
On va en C'est trouver dans un l'heure aussi. phénomène, enfin je dirais, c'est extraordinaire l'ampleur que ça a pris parce que cette association est toute nouvelle. 2 ans, ça fait 2 ans qu'on existe. Et la semaine dernière, pour étayer un petit peu ce déploiement qui va intervenir, la semaine dernière a été élu le nouveau président de la Fédération française de judo. Il faut savoir que la Fédération française de judo, selon un rapport qui a été fait par l'association Les Colosses au pied d'argile, c'est la fédération sportive qui est le plus touchée par les violences sexuelles, notamment sur les mineurs. Et le nouveau président de la Fédération française de judo, Stéphane Nomis, avait fait campagne en disant que s'il était élu, il mettrait une boîte aux lettres papillon dans les 5400 clubs de judo de France. Eh bien, hier soir, j'étais au téléphone avec la nouvelle secrétaire nationale qui est en charge de ces questions. Et le 15 décembre, je serai à Paris pour qu'on puisse commencer à réfléchir à une convention entre l'association et la Fédération française du judo pour qu'à terme, dans 4 ans, tous les clubs de judo de France, 5400, soient équipés d'une boîte aux lettres papillon. Donc, c'est un vrai phénomène parce que je pense que de par les confinements successifs et les alertes qui ont été faites, notamment par le secrétaire d'État à la protection de l'enfance, les municipalités surtout ont vraiment pris conscience du danger qu'encouraient les enfants et on est extrêmement sollicité. Il ne se passe pas une journée sans qu'on ait 4, 5, 6, 10 coups de téléphone de municipalités en France qui veulent des boîtes aux lettres papillons. J'étais hier avec l'équipe d'une adjointe à la mairie de Paris qui réfléchit à pouvoir faire quelque chose avec les papillons. J'aurai rendez-vous en janvier avec la municipalité de Garches dans le 92, de Orsay dans le 91. Donc voilà, ces villes-là se disent, bon, peu importe la réponse que l'école va apporter, que l'éducation nationale va apporter au dispositif, nous, on a nos infrastructures sportives, on a aussi nos murs du périscolaire, eh bien, on est tout à fait en capacité de décider de mettre des boîtes aux lettres, soit dans les infrastructures sportives des villes, soit dans les murs du périscolaire. Et nous, derrière, on essaye, dans la mesure du possible, quand on a des référentes et des bénévoles, eh bien, on essaye de répondre à ces demandes. Alors justement, est-ce qu'on a encore besoin de bénévoles? Ah, toujours. Ben oui, et il y a même des endroits où pour moi c'est dramatique puisqu'on a la chance, entre guillemets, d'avoir comme adhérente de l'association, comme référente, la députée Perrine Goulet, qui est la députée de la Nièvre, qui est une des députées qui est le plus impliquée dans la protection de l'enfance, avec Maude Petit dans le Val-de-Marne qui nous soutient aussi, avec Alexandra Louis à Marseille qui nous soutient aussi. Et Perrine Goulet est en train de faire des choses incroyables du côté de la Nièvre, mais malheureusement, dans la Nièvre, ma seule référente, eh ben, c'est elle en fait. Et alors, qu'est-ce qui le se passe? département de la Les gens ne Nièvre. le savent pas. Il faut. En fait, là où on a beaucoup de bénévoles, c'est là où, et ma foi, grâce à l'énergie, aux énergies de nos référentes et de nos référents, ben, on a beaucoup de médias qui se sont intéressés à l'association, qui ont fait des articles, qui ont fait des interviews. Et donc, forcément, ça fait venir les bénévoles, les référents. Oui. Du côté de la Nièvre, ça n'a pas encore été fait. Alors, le département et la direction académique, qui là-bas est tout à fait encline à déployer des boîtes aux lettres, va communiquer et ça va faire venir. Ouais. Mais voilà, il y a Alors, encore une justement, dizaine, quinzaine de départements où on n'est pas. si j'ai envie d'être bénévole, je m'adresse à qui? À toi directement? Le site internet. Oui. Le site internet www.associationlespapillons.org. Et là, dans le site internet, il y a la partie qui permet d'adhérer. Et systématiquement. Est-ce qu'on va me demander des compétences particulières pour être bénévole? Non, parce qu'en fait, nous ne recueillons pas directement la parole de l'enfant. Les bénévoles, les référents ont finalement contact une seule fois avec les enfants. Et encore, parfois, ce sont les équipes éducatives qui font le diaporama vidéo. C'est le seul moment où les bénévoles, les référents vont être en contact avec les enfants. Donc, pas de compétences particulières pour pouvoir ramasser les courriers et les envoyer à l'association. Il faut juste beaucoup de volonté, beaucoup d'énergie. Et en fait, c'est ce que demandent les gens qui nous rejoignent. C'est que les gens qui nous rejoignent disent, bah, ça fait, voilà, d'habitude, dans les associations, on me demande de payer ma cotisation et puis c'est tout, quoi. Là, au moins, dans l'association, nous, les personnes qui nous rejoignent, eh ben, on leur demande d'être actrices, acteurs de la protection d'enfance et c'est ce qui fait sans doute toute la différence. Donc non, il ne faut pas de compétences particulières. Il faut juste fournir au moment de l'adhésion un extrait du casier judiciaire vierge de moins de 3 mois. C'est ce qui nous permet à nous de faire une sorte de contrôle d'honorabilité. Ce n'est pas un document qu'on garde, hein, c'est juste pour valider l'adhésion. Et puis systématiquement, quand les personnes adhèrent, eh ben, je les appelle, je les contacte pour évaluer un petit peu leur volonté et savoir un peu qui ils sont, qu'est-ce qu'ils veulent, voilà, comment ils veulent s'investir dans l'association. Je crois que c'est un peu normal, ça devient un peu compliqué puisque des adhésions, on en a tous les jours. Mais j'essaye quand même toujours de garder un lien avec les nouveaux adhérents pour essayer déjà de leur souhaiter la bienvenue, de les remercier de nous rejoindre parce que c'est la moindre des choses.
Et alors, ça coûte combien l'adhésion à l'association? Pas cher. On a vraiment voulu une adhésion très peu chère. C'est une adhésion annuelle, année civile, donc du 1er janvier au 31 décembre, c'est 15 euros. Et pour les personnes qui adhèrent en ce moment, eh ben, c'est seulement 5 euros, puisqu'on sait qu'on va leur redemander une adhésion, la cotisation Ah au mois de oui, janvier. Donc, pour ne pas avoir à payer 2 fois 15 euros en très peu de temps d'intervalle, eh ben, les personnes qui adhèrent maintenant payent 5 euros. Et sinon, l'adhésion, c'est 15 euros, ce qui est quand même une adhésion qui permet quand même à un grand nombre de pouvoir nous rejoindre. C'est pour ça qu'on a des retraités, on a des étudiants qui sont avec nous. On a la chance d'avoir un panel de plein de professions différentes, de plein ah d'âges oui, différents. je peux être effectivement juste quelqu'un de l'école aussi. Enfin, Tout quand je à dis fait. quelqu'un de l'école, un élève de l'école. On accepte les bénévoles à partir de l'âge de 16 ans, mais pour autant, là en ce moment, je sais qu'il y a un petit garçon de 12 ans qui, la semaine prochaine, va aller voir son proviseur au collège parce qu'il veut, son principal, parce qu'il veut une boîte aux lettres dans son collège. Donc, mais les adhésions, elles peuvent commencer en tant que bénévole à partir de 16 ans. Et donc, pour moi, hier, j'étais en discussion avec Dorine, qui est du côté du 29 d'ailleurs, et qui a tout juste 18 ans et qui vient d'adhérer à l'association. Et pour moi, c'est toujours, voilà, ça fait toujours plaisir d'impacter les plus jeunes, d'impacter les plus âgés. Donc, on a vraiment un panel extrêmement large d'âge, de professions, et c'est vraiment très enrichissant pour l'association. Est-ce que les bénévoles aussi ont leur formation, comme les Alors, à enfants ont l'intérieur, leur formation avec ces vidéos qui sont spécialement qui leur sont dédiées en fait? oui, à l'intérieur de l'association, on a une de nos référentes, Morgane, qui a construit 4 modules de formation, dont les 2 premiers sont vraiment pour appréhender notre association, la façon dont on Fonctionne? agit au sein de Oui. l'association, les outils, la façon dont on fonctionne, et puis après, justement, des petites pistes pour les paroles d'enfants, etc. Même si parfois, quand c'est vrai que quand on déploie des programmes à vidéo, les enfants ont des questions, les Mm. enfants ont des interrogations, et parfois les enfants ont des mots. Donc voilà, on a une petite formation qui est faite en 4 modules, qui n'est pas obligatoire, mais qui est en Et tout cas qui est qui existe au sein de voilà, l'association. l'ABC du bénévole de Tout à fait, l'association Les Papillons. Et comme c'est quand même un sujet très sérieux, l'idée c'est quand même de savoir où on va et ce qu'on fait, quoi, et pourquoi on le fait. exactement. Exactement, absolument, Lénaïque. C'est important de savoir où on met les pieds et comment l'association fonctionne. Pour terminer, ces histoires d'enfants qui vivent des violences, qu'elles soient verbales, physiques, sexuelles, euh, j'ai l'impression que c'est quelque chose de très qui est devenu un peu banal. Est-ce que toi tu as remarqué ça? Enfin, c'est pas que c'est Alors, devenu banal, mais j'ai l'impression que c'est presque dans chaque famille qu'on peut entendre une histoire où il y a oui, ce type de violence. oui, alors, mais effectivement, mais le terme que tu avais choisi, banal, il n'est pas à prendre à la légère et je trouve qu'il est fort juste parce qu'il veut à la fois dire que banal dans le sens où on en entend de plus en plus de ces histoires et banal dans le sens où malheureusement, ça continue à ne pas faire réagir grand monde. J'en veux pour exemple, il vient d'y avoir à la fois la journée du 20 novembre, qui est la journée internationale des droits de l'enfant, et quelques jours après, il y a eu la journée contre les violences faites aux femmes le 25 novembre. Eh bien, il y a eu, à mon sens, une disproportion de traitement entre le 20 novembre et le 25 novembre. Bien sûr qu'il faut que les femmes puissent être accompagnées, qu'on doit pointer les violences dont elles sont victimes, et c'est important. J'aurais bien aimé simplement que le 20 novembre, il y ait le même traitement qui soit fait pour les violences contre les violences faites aux enfants. Et le terme banal, eh ben, il est vraiment juste. C'est que malheureusement, j'ai peur que effectivement, on entend souvent des faits divers et on a vraiment cette impression que personne n'est à l'abri, quel que soit le milieu social, quel que soit le département, quel que soit le corps de Mm. métier, quel que soit le club de sport, personne n'est à l'abri. Mais pour autant, eh bien, c'est tristement, ça deviendrait un peu tristement trop banal Mm. et ça ne nous mobilise pas suffisamment, ça ne nous Oui. fait pas suffisamment descendre dans la rue, ça ne nous fait pas faire de hashtag, ça ne Oui. nous émeut pas assez. Alors, je ne sais pas si ça ne nous émeut pas. Je serais tentée de dire que c'est parce qu'il y a encore cette notion de honte, un petit peu
de dire des choses. Moi j'ai vécu des violences sexuelles aussi quand j'étais enfant. Et en fait, j'en ai parlé à ma mère quand j'étais déjà maman. Et il se trouve que ma mère aussi avait vécu ça. Et il y a eu un moment, je faisais partie d'une association de femmes battues et c'est pareil. Et c'est pour ça que je dis, et ça date d'il y a quelques années, tu vois, j'ai 52 ans aujourd'hui. Et quand on en parle avec les gens, alors évidemment, c'est pas un sujet, on va pas en parler à tous les dîners le samedi soir, hein, ça c'est clair. Mais il y a des moments où, quand on est un peu dans la confidence avec les gens, on s'aperçoit que cette histoire, dans chaque famille, il y a une cousine, on connaît une cousine, on connaît un copain, enfin, et donc comment est-ce qu'on pourrait faire pour que la parole se libère plus facilement? Alors, il y a les boîtes aux lettres, mais est-ce que toi, tu aurais des conseils? Parce que j'imagine que toi, à partir du moment où tu as décidé d'en parler, de décider de faire quelque chose pour, tu as fait un chemin, tu as peut-être été voir un psychologue ou un psychiatre. Est-ce que tu as des clés comme ça à donner aux enfants, Ah aux non, familles? la seule clé que j'ai, moi je suis pas, oui, j'ai commencé des psys, enfin j'ai été voir 3 psys, mais qui m'ont pas apporté les réponses dont j'avais besoin. Je crois qu'à un moment, je me suis simplement mis en colère contre mon frère, en colère contre moi, en Mm. colère de me dire, bah, ça suffit maintenant. Ça fait 30, quand j'ai libéré ma parole, bah, ça faisait 35 ans, 36 ans de non-vie, de ne pas être dans la vie. Et je crois qu'à un moment, il faut se mettre en colère. Il y a un moment où il faut se dire qu'il n'y a pas de raison de baisser la tête et que c'est faire trop d'honneur à nos agresseurs que de baisser la tête, que de vouloir partir, que de ne plus vivre. Au contraire, il faut qu'on soit en permanence cette épée de Damoclès au-dessus de leur vie pour qu'à tout instant, ils aient l'impression que cette épée va leur retomber dessus. Et c'est cette colère, en fait, qui a provoqué pour moi ce sursaut et qui fait qu'aujourd'hui, paradoxalement, j'ai plus du tout de colère. Alors, ça ne veut pas dire que j'ai pardonné à mon frère, parce que pour moi, ce qu'il a fait est impardonnable et je ne lui Mm. pardonnerai jamais. Mais pour autant, j'ai absolument plus de colère. Donc, il faut savoir à un moment se mettre en colère, mais très très vite, il faut savoir partir de cette colère, parce que cette colère, comme le silence, elle aveugle et Mm. elle nous fait pas faire des bons choix. Oui, elle Donc, nous j'ai pas empoisonne. vraiment, Ouais. tout à fait. Donc, j'ai pas vraiment de clé. Et je pense que j'ai aussi eu la chance d'avoir à mes côtés quelqu'un qui m'a beaucoup aidé et quelqu'un en qui j'ai eu confiance et que j'ai su qu'elle allait pouvoir m'aider. Donc, il faut avoir aussi, il faut vraiment féliciter et rendre honneur à nos conjointes et nos conjoints. C'est eux aussi souvent qui, parfois sans le vouloir, parce qu'ils n'ont rien demandé, endossent ce rôle de béquille qui nous permet de rester debout. Mais voilà, je n'ai pas vraiment de clé, si ce n'est de dire que la solution, c'est nous qui l'avons. Il faut, voilà, c'est pour une fois, ce ne sont pas nos agresseurs qui vont décider, c'est nous qui pouvons décider de relever la tête et de regarder devant et de se dire ça suffit, stop maintenant, j'ai le droit de me regarder dans le miroir sans avoir honte, j'ai le droit de regarder droit devant moi, j'ai le droit d'être heureux, j'ai le droit. Donc Mm. c'est, voilà, on a trop subi l'emprise, on a trop subi le fait de ne pas avoir su, de ne pas avoir pu dire non. Il y a un moment, eh ben, il faut prendre ce droit de dire non, ça suffit, stop. Ouais. Maintenant, Et je puis relève la tête. pas culpabiliser si on n'a pas su dire non avant, si on n'a pas Ah, mais su. certainement pas. Le problème, c'est qu'on culpabilise parce que quand on grandit, eh ben, on voit les choses avec notre regard d'adulte et on Mm. oublie ce que c'est d'avoir été un enfant. Donc, mais si on se rappelait vraiment de ce que c'est un enfant ou de ce que c'était quand on a été victime, même quand on n'a pas été victime enfant, Mm. cette emprise de l'agresseur, cet état dans lequel on était de sidération, de peur. Donc non, on ne doit pas culpabiliser de ne pas avoir pu, de ne pas avoir su dire non. Oui. Parce que je le répète toujours, dans nos histoires, finalement, il n'y a qu'un seul coupable, c'est l'agresseur, c'est pas nous. Donc vraiment, ça, c'est important de se le répéter, c'est que nous, on n'a rien fait de mal et c'est pas à nous de baisser la tête, c'est pas nous les coupables. Donc il faut vraiment se dire ça tout le temps. Est-ce que les vidéos que tu fais diffuser dans les écoles qui acceptent les boîtes aux lettres sont visibles par le grand public? Est-ce il y a une Non, chaîne YouTube? Non? non, c'est vraiment à destination uniquement des adhérents pour qu'ils puissent après le diffuser. Non, parce que justement, pour éviter que ça soit vu dans un mauvais contexte. Voilà, donc non, c'est vraiment uniquement lorsqu'on déploie une boîte aux lettres.
Et même parfois, quand il y a des personnes qui sont intéressées par mettre une boîte aux lettres, qui se rapprochent de nos référents pour le faire, non, les vidéos, on ne les diffuse que quand on met une boîte aux lettres. C'est vraiment pour les enfants. Ça n'a pas nature à être diffusé autrement. Et surtout si maintenant, c'est un enfant qui va s'adresser aux enfants. Ok. Et alors, là, moi, je vis aujourd'hui en Bretagne, mais je viens de Tahiti, de Polynésie française. Est-ce que aujourd'hui, la Polynésie française t'a contacté peut-être ou tu as Non, la Polynésie française ne m'a pas contacté. Alors autant la Guadeloupe, la Réunion, tout ça m'ont contacté. On a des référents là-bas, mais en Polynésie française, j'ai pas de référent et c'est bien dommage parce que j'aimerais bien que les enfants de la Polynésie française aient eux aussi le droit à ce dispositif. Donc vraiment, s'il y a des personnes de bonne volonté, de belles énergies qui sont en Polynésie française et qui veulent participer à ce beau mouvement, bon bah tant pis pour le décalage horaire, on trouvera toujours des moments de pouvoir se contacter, mais rejoignez-nous, rejoignez l'association pour que vraiment, partout en France, parce que la Polynésie française, c'est la France, pour que partout en France, nos enfants puissent avoir ce dispositif près d'eux et que vous puissiez porter notre parole. Et que ces actes s'arrêtent et que les enfants sachent quand il y a des choses, parce que souvent, ils disent rien parce qu'au début, on ne sait pas quelle est cette limite. Et puis souvent, si c'est un adulte qui fait subir ça à un enfant, il va dire, il va donner peut-être des cadeaux, il va être gentil. Donc voilà, il va y avoir les deux côtés de l'histoire et ça crée un petit peu une confusion dans l'esprit de l'enfant. Donc l'idée, c'est vraiment que ça s'arrête et que les gens, les enfants en particulier, sachent où sont les limites et qu'ils ont le droit de dire non. Et si jamais en disant non, ça ne fonctionne pas, à ce moment-là, ils ont un recours comme les boîtes aux lettres de l'association Les Papillons. Eh bien, écoute, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu veux rajouter, Laurent? Non, juste te remercier les naïcs et remercier toutes les personnes qui regarderont ce joli moment. Et puis, de dire à toutes ces personnes, si elles veulent vraiment, de se lever et puis de nous rejoindre. C'est le moment. Voilà. Et l'année prochaine, pour la fête des enfants, il faudra qu'il y ait un petit peu plus de mouvement. Hein, le message est lancé. Absolument. Absolument. Merci, Laurent. Merci les naïcs. Merci à toutes et à tous.